Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous pour ce Big sur la vérité. Merci à ceux qui sont avec nous et à ceux qui sont aussi en ligne. Je vous présente Muriel Popa-Fabre. Merci à elle d'intervenir aujourd'hui. Muriel est experte au Conseil de l'Europe sur des questions liées à l'IA et également à la protection des données. Elle est également membre du cercle des experts BPI France. Alors tout d'abord, Muriel, commençons par un état des lieux général. Quelle est la représentation actuelle des femmes dans l'intelligence artificielle ? Peut-être un rappel, il faut que vous mettiez des écouteurs et que vous vous connectiez à l'application en ligne pour entendre. Donc, je voulais commencer par quelques chiffres parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Et le premier chiffre montre qu'il y a des passages graduels, il y a des zones charnières et des goulots d'étranglement au fur et à mesure du parcours d'une femme dans la vie. Et le premier, en fait, se situe aux alentours du collège. Un rapport de l'Académie des sciences de l'année dernière a montré que les jeunes filles en sixième sont à 60% confiantes d'avoir bien fait leur test de maths. Et en seconde, ça tombe à 48 et l'écart avec les hommes se creuse. Donc il y a un premier problème qui se passe au niveau entre le primaire et le collège. Et le deuxième, même si on est un peu meilleur que nos camarades européens, on a 42% de femmes dans les matières scientifiques à l'université. Il faut rappeler quand même qu'il n'y a que 10% de femmes en épithèque, donc en informatique, en France actuellement. Et après, on passe au monde professionnel. Et là, c'est assez significatif. On tombe à 25% de femmes en IA, toutes professions confondues. Donc ça veut dire toutes les personnes qui travaillent dans l'IA. Donc non seulement les ingénieurs. Et après, on arrive au niveau des décideurs, où là, on retombe sur des chiffres qui ressemblent. Dans les COMEX des responsables en IA, il n'y en a que 24% qui sont des femmes. Et le chiffre que je trouve le plus parlant, et vu qu'on doit parler vrai, c'est qu'il y a seulement 10% des startups qui sont fondées par des femmes. Et ça, pourquoi ? Parce qu'il y a seulement à l'échelle globale 3% du capital risque qui est donné à des femmes fondatrices. Et en France, c'est seulement le 2% du capital risque qui va à des startups fondées par des femmes. Donc il y a un vrai goulot d'étranglement au niveau de l'investissement et de la confiance qu'on peut faire à des femmes fondateurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions pour parer à cet état des lieux ? Je pense qu'il y a des solutions qui sont des solutions de long cours, c'est-à-dire transformer la pédagogie dans les mathématiques et les sciences pour éviter cet effondrement. Depuis 2021, il y a un quart en moins de femmes qui choisissent des spécialités scientifiques. Donc on est vraiment très près du problème. C'est 2021, c'était hier. Donc il y a un travail à faire, surtout sur tout ce qui est statistique. D'engouement et d'amour pour les stats. Je suis désolée, j'en parle en ces termes parce que pour moi, ça résonne. Le fait de transformer les statistiques en quelque chose d'intuitif le plus tôt possible dans le parcours éducatif, à la fois pour les femmes et pour les garçons et pour les filles. Et si on ne veut pas attendre ce moment qui prendra un peu plus de temps pour arriver à des résultats, l'avantage, c'est que la nouvelle vague de l'IA est une vague d'adaptation. L'apprentissage par renforcement montre combien en fait l'IA peut s'adapter. Et c'est dans ce travail d'adaptation où les femmes sont déjà présentes dans les filières qu'elles peuvent jouer un rôle déterminant. Donc il n'y a pas simplement inventé un algorithme, mais il y a aussi trouvé la façon dont cet algorithme va atterrir dans la société, va créer une expérience client différente. Et ça, les femmes sont déjà présentes dans les filières, donc c'est un atout. Et après, il faut dire que si les femmes réussissent à trouver l'équilibre, ça aura un énorme impact à l'échelle internationale.
parce qu'il n'y a pas que Emily in Paris, il y a aussi des rayons entiers de librairies qui parlent de comment être une bonne mère française. Alors peut-être que bientôt, il y aura aussi des livres de comment faire de l'IA comme une femme française. Donc je suis assez convaincue du fait qu'en France, on a le potentiel d'avoir aussi une résonance internationale sur ça. On parle souvent de stéréotypes de genre dans les IA conversationnelles. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que l'IA véhicule vraiment des stéréotypes et de quel genre? Et finalement, qu'est-ce que c'est un biais de genre? Alors, je vous ai ramené un exemple visuel. Il s'agit de quelqu'un qui fait des formations en IA et qui voulait, comme on dit en bon français, pimper un peu son image pour qu'elle soit jolie pour la mettre sur son site. Et donc, il a utilisé la fonction redraw, redessiner. Et ce qui s'est passé, c'est que l'intervenante qui faisait la formation en IA a été remplacée par un garçon, d'ailleurs, qui n'a pas l'air très bien dans ses baskets, pas très à l'aise. Donc, c'est un exemple de ce que peut être un biais de genre. C'est une question qui est purement statistique, on ne peut pas en vouloir. Encore aujourd'hui, il n'y a que 30% des prises de parole sur l'IA qui sont données à des femmes. Et encore, c'est une très bonne réussite. Hein. On dépasse les 25. Dès qu'on dépasse les 25, on est content. Donc, c'est un biais statistique. Et ce qui est intéressant de ces biais, c'est qu'ils peuvent être à la fois évidents, comme là, il est très, très clair, ou bien si vous demandez à faire une lettre de recommandation pour quelqu'un avec un prénom féminin ou un prénom masculin, vous allez vous retrouver avec role model en anglais, vous allez vous retrouver avec des termes qui relèvent de l'assurance pour la lettre de recommandation masculine. Et par contre, vous allez avoir warm, vous allez avoir chaleureux, vous allez avoir social pour la lettre de recommandation féminine. Et jusque-là, on a des biais qu'on peut relever. C'est les stéréotypes typiques des femmes et des hommes. On peut gommer ces biais lexicaux. Mais ce qu'ont découvert des chercheurs l'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant, c'est qu'en fait, les différences de style et de syntaxe pour la lettre de recommandation pour prénom féminin et pour celle de prénom masculin sont différentes. Le style est beaucoup plus formel pour la lettre de recommandation masculine. Et ça, c'est ce qu'on appelle des biais latents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas explicitement codés et c'est juste statistiquement, ils ressortent dans certaines situations. Et puis, il y a un biais dont on parle très peu, qui est le biais d'adoption. Il y a un écart entre 7 et 20 et 30% selon différentes professions, que ce soit des développeurs, du marketing, des enseignants, dans la finance. Il y a des énormes écarts d'utilisation de l'IA générative qui ont été relevés par plusieurs études de business school américaines dans l'année dernière. Et ça, à travers les différentes cultures. Vous avez ici Kenya, Norvège, Suède, et vous avez les écarts sur le graphique. Et c'est assez intéressant de se rendre compte que les statistiques qui sont sorties la semaine dernière d'utilisation de ChatGPT montrent que cet écart se resserre à travers le temps. Mais il faut bien noter que ces statistiques sont des statistiques d'utilisation personnelle et non professionnelle, comme les autres. Et qu'en fait, elles sont faites sur un échantillon qui est très, très petit par rapport à la quantité d'utilisateurs qu'il y a sur ChatGPT. On compte 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise les hommes et les femmes à usage personnel dans ces statistiques de la semaine dernière. Les hommes l'utilisent pour des conseils techniques et les femmes l'utilisent majoritairement pour de l'aide à la rédaction. Et quelles solutions pouvons-nous envisager? Est-ce que vous pensez qu'on peut mesurer ces biais liés à l'essor de l'utilisation de l'IA? Est-ce qu'il y a des mesures que nous pourrions mettre en place? Je pense qu'en effet, se doter de mesures est essentiel. Et essentiel pour plein de raisons, entre autres des raisons business. Parce que si on peut mesurer ça, on a aussi la possibilité d'en faire des avantages compétitifs. Parce qu'imaginez des types de stéréotypes comme celui-ci, de genre, qui sont liés à différentes régions du monde. On sait que les stéréotypes de genre en France sont différents par rapport à ceux au Japon,
par rapport à dans cette étude en Italie, par exemple. Et donc, il est utile de pouvoir faire une cartographie de ces biais pour aller chercher aussi des clients dans des zones différentes et pour avoir des produits qui vraiment peuvent scaler à l'échelle globale. Et l'autre raison pour laquelle c'est fondamental d'avoir une cartographie, c'est pour que la technologie s'adapte à nous et pas que nous nous adaptions à la technologie. C'est fondamental de renforcer la confiance des consommateurs dans ça, parce que si vous produisez des écrits en tant que femme, parce que le nom d'enregistrement sur ChatGPT est le vôtre, et que vos écrits sont statistiquement moins formels, vous allez avoir moins d'impact quand vous rédigez vos mails en tant que femme qu'en tant qu'homme. Donc, pour créer la confiance, il est essentiel d'avoir des métriques qui puissent se transformer en quelque chose qui soit à la fois opérationnel d'un point de vue business et d'un point de vue adoption et confiance. Et jusqu'à quel niveau les institutions internationales nous protègent-elles? Quelles sont les prochaines étapes, notamment au niveau européen? Alors, vous avez entendu parler très probablement du AI Act et des discussions qu'il y a pour en retarder la mise en œuvre. Moi, je voudrais vous parler de quelque chose dont on parle très très peu, qui est un traité international qui a été signé par les 2 derniers pays qui manquaient du G7 pendant le sommet de l'IA à Paris. Le Japon et le Canada ont signé un traité international sur l'IA, les droits de l'homme, la règle de droit et la démocratie. Et de façon assez intéressante, dans ce traité qui reste au niveau des principes, il y a un article sur la discrimination qui parle de la discrimination à toutes les étapes de la vie d'un système d'IA. Donc ça veut dire aussi qu'il parle de la discrimination, du fait qu'un système d'IA sur lequel vous vous appuyez pour automatiser 7 à 12% de vos tâches, tout à coup n'est plus en commerce. Et donc, le fait qu'on arrête sa commercialisation et le fait qu'il y ait toutes vos données à l'intérieur, par exemple, fait que vous aurez beaucoup de mal à relancer la même automatisation. Vous n'aurez pas la portabilité pour relancer la même automatisation sur un autre système. Et donc, grâce à l'article 17 et à d'autres articles à l'intérieur de ce traité international, vous avez un droit de recours. La jurisprudence va se constituer autour de ces situations et autour des questions aussi de discrimination. Mais c'est un premier pas pour transformer quelque chose qui a un principe en quelque chose qui peut être saisi par un juge. Donc, je vous encourage à aller le lire. C'est assez digérable parce que les traités internationaux, vu qu'il faut être nombreux à être d'accord, sont assez succincts. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des forces féminines cachées dans l'IA? Et comment les femmes peuvent-elles modifier le paysage de l'IA? Alors, je pense en effet qu'il y a beaucoup de forces féminines dans l'IA. Je distinguerai 3 grands axes pour des tendances qui sont des 2 côtés de l'Atlantique. La première, c'est les femmes scientifiques. Il y en a. Elles sont probablement plus discrètes parce qu'elles font le choix de se concentrer sur le présent. Je pense notamment à quelqu'un comme Fei-Fei Li, qui travaille sur l'automatisation, qui est au tout début de la vision par ordinateur et qui, elle, fait le choix de se dire « pensons à la révolution d'aujourd'hui, à l'automatisation et à la robotique ». Et donc, en fait, il y a comme une sorte de tendance à ne pas déplacer le barycentre vers le futur et à se concentrer sur le présent. Et c'est une tendance qui est aussi présente dans les femmes qui ont un regard critique sur l'intelligence artificielle, qui en font, mais qui ont un regard critique. Et quand on regarde aux États-Unis, je vous ai amené des photos, quand on regarde aux États-Unis, il s'agit éminemment de femmes qui travaillent à ce qu'on appelle l'IA responsable, c'est-à-dire à la maîtrise des instruments d'IA pour un atterrissage dans la société qui soit responsable. Et je trouve très intéressant cette sorte d'entichement pour le présent, parce que c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique comme regard et qui essaye de ne pas faire de fuite en avant, de ne pas se concentrer à quand l'IA sera omnisciente ou pas se concentrer à quand l'IA gouvernera le monde, mais à se concentrer sur ce qu'on peut faire aujourd'hui, notamment avec l'exemple de Fei-Fei Li en robotique. Et puis il y a un deuxième groupe
c'est les femmes qui décident de s'investir pour le bien-être des femmes, dans la femtech et dans la medtech. On a de très jolis exemples en France de femmes qui décident de travailler dans ce domaine et qui réussissent. Et puis le troisième groupe, par exemple, ça peut faire passer le diagnostic de l'endométriose d'un parcours de 9 ans pour une femme à 30 à 60 secondes de diagnostic. Donc c'est ce genre d'impact qu'ont ces femmes en travaillant sur les sujets de la medtech et de la femtech. Et après, il y a le dernier groupe de femmes qui sont les femmes qui ont décidé d'investir dans les femmes pour réussir à combler cet écart de financement des femmes entrepreneurs. Et notamment en 2024, il y a eu une espèce d'escroissance, de foisonnement de femmes qui ont décidé d'investir dans des femmes dans l'IA. Et donc ça, c'est une tendance qui est bien présente et je pense que c'est des chemins qui sont intéressants à parcourir. Non seulement parce qu'il se trouve que c'est plein de femmes qui les ont choisis, mais aussi parce qu'ils ont un énorme impact. Et je suis assez convaincue que si on devait décrypter ce que font les femmes dans l'IA aujourd'hui, c'est penser au présent, c'est être amoureuse du présent. Et c'est de ce présent-là qu'on a besoin en fait pour construire le futur. Et je pense qu'il faut continuer dans cette direction. Est-ce que vous avez des exemples, notamment des femmes face aux investisseurs? Alors, un exemple typique rapporté par une amie en France est que la femme est CEO. Elle va chez l'investisseur avec son CTO, avec son Chief of AI par exemple. Elle présente le business model et le business plan de l'entreprise et les questions ne sont pas posées à elle, mais sont posées à ses, je vois que beaucoup hochent la tête, sont posées à ses collègues hommes. Et le moment où en fait elles sont reposées à elle, c'est quand leur collègue dit « mais moi je ne sais rien de business plan ». C'est elle qui a tout fait, c'est elle le cerveau. Et c'est à ce moment-là que ça se rétablit. Et après, il y a des études en sociologie assez intéressantes qui montrent que quand les femmes font preuve d'humour et de recul, elles sont décrédibilisées. Alors que l'homme qui fait preuve d'humour, statistiquement, hein, c'est des études statistiques, pour le coup est sûr de lui et connaît son domaine. La femme doit combler le vide de son incompétence en ayant un recul et de l'humour, alors que l'homme fait preuve d'avoir une pleine maîtrise de ses compétences. Et donc, c'est des petites choses à partager parce que souvent, en fait, on peut... Moi, je fais beaucoup d'humour. Donc, on peut se retrouver, en fait, à être dans une situation où on pense qu'on envoie un message d'assurance. Et en fait, on est en train de véhiculer, malheureusement, du fait d'un stéréotype culturel, quelque chose qui peut nous desservir. Donc, peut-être pas faire de l'humour pendant les 5 premières minutes. L'IA aujourd'hui, de plus en plus dans la vie de tous les jours, mais jusqu'où nous mène-t-elle? Doit-on limiter ou contrôler le périmètre d'utilisation de l'IA dans certains domaines de nos vies? Alors, il y a quelque chose pour moi assez important sur la question de l'utilisation de l'IA, c'est que c'est un potentiel d'automatisation incroyable. Et quand vous êtes une femme de 40 ans qui jongle entre sa vie professionnelle, la famille, les enfants, les parents qui commencent à avoir des soucis de maladie et tout, c'est un énorme potentiel. C'est un potentiel et je pense qu'il y a tout à inventer là-dessus. Il y a tout à inventer dans la façon dont on décide de l'adopter. Je vous fais un exemple très simple. Vous automatisez vos courses, vous avez une éponge et un pot de yaourt. Dans un cas, vous avez un mari qui adore les éponges, ça arrive. Et du coup, choisir la bonne éponge et lui dire que vous l'avez choisie, c'est transmettre quelque chose de vous. Dans un autre cas, votre mari s'en fiche des éponges, mais par contre, vous avez des enfants qui adorent un certain pot de yaourt à l'automne, avec un peu de marron, d'une certaine façon. Et dans cette situation-là, parler de vous veut dire, regarde, j'ai choisi ce pot de yaourt pour toi. Donc la question de l'automatisation par l'IA, c'est la question de où est-ce qu'on est en train de s'exprimer nous et où est-ce qu'on décide que ce n'est pas quelque chose de fondamental où je suis en train de dire moi.
je suis en train de véhiculer de l'affection, je suis en train de véhiculer de l'attention. Donc, tout le choix, c'est un choix extrêmement personnel. Et aujourd'hui, avec les potentialités de l'IA, c'est un choix qu'on peut faire techniquement. On n'est plus devant un algorithme de recommandation qui classifie les gens en 15 groupes. Et si vous êtes dans un grand groupe, il n'y a aucune adaptation. Aujourd'hui, on est devant des algorithmes qui peuvent avoir un potentiel d'adaptation incroyable et qui peuvent nous laisser le choix de ce qu'on veut automatiser et ce qu'on ne veut pas automatiser pour continuer à avoir de la satisfaction au travail, une interface dans les EdTech, une interface avec nos étudiants qui est satisfaisante pour eux et pour nous en tant qu'enseignants. Donc, on est dans une situation où on peut vraiment commencer à être exigeant. Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre en compte les différences de genre dans la conception des algorithmes et dans la conception des systèmes d'IA? Ouais, ça, c'est une très, très bonne question. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à véhiculer une sorte de stéréotype dans cette nouvelle adaptabilité de l'IA générative ou pas? Donc, pour ça, je vous ai amené 2 exemples. Qui est un exemple qui vous parle de comment désormais vous êtes dans une situation quand vous interagissez avec une IA conversationnelle où une grande partie de votre historique d'interaction et de vos données sont utilisées pour guider et filtrer quelles sont vos réponses. Donc, par exemple, ici, si vous demandez, c'est un exemple dans un article scientifique, si vous demandez à créer un titre YouTube qui va être facilement googlisé par les gens pour être haut dans les statistiques de votre vidéo YouTube, vous êtes John, vous allez avoir des questions, enfin un titre sur des ruses et astuces. Vous êtes Amanda, vous allez avoir un titre sur des petits dîners délicieux à faire en semaine. Donc, vous êtes dans une situation en fait où on utilise une certaine quantité de vos données d'interaction pour savoir quelle réponse vous voudriez. Et pour faire en sorte que vous écriviez le moins possible et que vous corrigiez le moins possible. On dit en économie qu'on passe d'une économie de l'attention, où le but c'était de vous retenir le plus longtemps dans l'application, à une économie de l'intention. Pour en fait faire en sorte que vous spécifiez le moins possible votre requête et que des données qui sont implicites puissent être utilisées pour ça. Un autre exemple, par exemple, c'est la façon dont les acronymes sont compris dans vos interactions avec IA conversationnelle. Vous allez avoir un acronyme comme suggère-moi 5 projets en ECE en anglais. Et pour William, ça va être Electrical and Computer Engineering. Et pour Jessica, ça va être Early Childhood Education. Donc, on est dans une situation où, évidemment, il y a quelque chose qu'on peut appeler d'un biais de genre qui peut stéréotyper les interactions des femmes vers la petite enfance et vers l'ingénierie pour un homme. Mais on est aussi dans une situation où, en fait, on essaye de prédire ce qu'est votre besoin. Et là, par exemple, c'est des statistiques qui montrent combien ces stéréotypes sont forts dans tout ce qui est loisirs. Et surtout, pour une fois, sont très forts pour les populations blanches par rapport à d'autres ethnicités aux États-Unis. Donc la question, c'est est-ce que le temps libre doit être biaisé quand on est en relation avec une IA conversationnelle? Est-ce que si vous organisez des idées de jeux pour vos enfants à la fête d'anniversaire, ils doivent être forcément genrés? Ce sont des questions ouvertes. Mais là où je voudrais en venir, c'est qu'aujourd'hui, on insère des agents IA et des stimulateurs de personnalité à l'intérieur des algorithmes de recommandation. Et donc, on se retrouve, par exemple, comme sur la plateforme Walmart, à fusionner des images, des descriptions de produits et le parcours utilisateur sur la plateforme pour être plus efficace dans la prédiction du prochain achat. Et donc, par exemple, on arrive à des résultats assez incroyables, c'est-à-dire qu'on augmente de 43% la prédiction du prochain achat dans la catégorie sport. Dans d'autres catégories, c'est inférieur. Donc, ça veut dire en gros qu'on arrive avec des LLM multimodaux à fusionner différentes sources pour avoir une prédiction comportementale de plus en plus multifacette et de plus en plus adaptable.
La question, c'est jusqu'à quel point, à force de créer cette adaptabilité ou à force d'utiliser des agents IA qui simulent des personnalités à l'intérieur, par exemple, de la plateforme DoorDash, qui est la grande épicerie en ligne américaine, qui est en train de grignoter tout le marché des épiceries en ligne aux États-Unis à cause de ces agents qui simulent votre comportement. Jusqu'à quel point simuler l'intention d'achat est évidemment intéressant pour le business, mais la question qui se pose sur le fond, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de créer des cages de données qui, en fait, au lieu de vous stéréotyper, vous vous sentez un peu étriqué comme quand vous avez acheté des habits un peu trop serrés parce que vous pensiez maigrir. Vous êtes dans une situation qui est totalement fluide, qui est totalement à l'aise, qui sait exactement quand vous voulez de la crème de marron par rapport à quand vous voulez de la confiture d'orange et qui, en fait, vous poursuit dans cette fluidité. Et c'est un concept qu'on a développé avec certains co-auteurs d'une cage de données fluide. Et donc, c'est la question pour les femmes. Est-ce que cette cage de données fluide va augmenter l'égalité ou va faire décroître l'égalité? C'est une question ouverte qui demande peut-être 2 ans de données pour pouvoir y répondre. On va passer aux questions. Si vous avez des questions pour ceux qui sont avec nous. Oui, bonjour, j'avais juste une question par rapport à l'enquête que vous avez montrée là. Quand ils posent des questions, vous m'entendez pas? Quand ils posent des questions sur les enquêtes, voilà, comme ça, c'est mieux ou pas? Fort. Ok, bon, sur l'enquête. Ça marche? Bon. Donc Jessica pose une question, elle va avoir un retour différent que Eric. Et ça, c'est avec aucun historique de conversation, c'est juste uniquement par le prénom? Alors, aujourd'hui, c'est aussi avec l'historique de conversation. Ok. Donc là, les enquêtes, elles... Et à l'enquête en question, qui est d'il y a 1 an, c'est juste par les prénoms. Ok, super. C'est prénoms Bonjour. et données démographiques dans l'inscription. Moi, j'avais une question presque d'ordre géopolitique. Oui, il y a un homme dans la... voilà. Okay. Parce que c'est passionnant, merci. Je me suis vu dans les carrés bleus, voilà, c'était moi, merci. J'ai des gros billets, c'est super. Non, j'ai vu, c'est que quand on voit la Russie, quand on voit l'Amérique qui part dans un virage traditionnaliste assez dingue, dans lequel la position de la femme, la question du vote, même la question de la femme est en train d'être remise en question. Comment est-ce que l'avenir de l'IA et les femmes se pose? Justement, est-ce que ces biais vont pas encore plus s'accentuer? Qu'est-ce qu'il y a comme dispositif pour lutter là-dessus? Enfin, quelles sont les grandes inquiétudes qui arrivent sur les 5 prochaines années, quoi? Voilà, merci. Alors, en effet, il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce sujet. Et c'est aussi les difficultés qu'on est en train d'expérimenter au niveau européen sur les questions de compétition, parce que c'est au niveau de la compétition que ce niveau de transparence se joue. Il est absolument essentiel de se rendre compte que quand on a accès à 700 millions de personnes hebdomadaires, c'est 10% de la population mondiale, on a une force d'impact avec les algorithmes, à la fois, je pense par exemple à OpenAI, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est tout ce qui est en train de se jouer au niveau de la réglementation européenne DSA, de comprendre quel est le niveau de transparence qu'on peut avoir et de comment on peut créer des observatoires de cette transparence, avec du personnel qui technologiquement est assez formé pour savoir décrypter et analyser ces données. Donc il y a un double enjeu, si vous voulez, c'est jusqu'à quel point les autorités de supervision audiovisuelle traditionnelles vont avoir la capacité technologique de pouvoir observer cela pour dire aux législateurs, il y a potentiellement un problème ou il y a potentiellement un arbitrage à faire. Et donc pour l'instant, ces jeux-là, sur tout ce qui est liberté d'expression,
se joue pour l'instant sur la question de la compétition. Donc se joue sur un niveau économique de créer de la transparence en termes de compétition pour qu'il y ait en fait un pluralisme d'algorithmes pour gérer ces questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, je voudrais juste avoir la référence de l'étude que vous citiez au début sur les 10% de femmes en IA par rapport au pourcentage d'hommes, tout ça. Est-ce que vous avez la référence des chiffres et de l'étude? Oui, j'ai tous les chiffres. Donc, les 10% de femmes en investissement. Seulement 10% de femmes en IA, toutes professions confondues. C'est une étude qui est sortie en février dernier. Je l'ai dans mon diaporama. Okay. Et ça, c'est les 10% de femmes dans les startups françaises. Ok, d'accord. Okay. Et je vais me rappeler du nom. C'est sorti à JDF. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, moi j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé des femmes créatrices d'entreprises dans l'IA pour les femmes et qu'effectivement, c'était une tendance. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe, à votre connaissance, des associations d'entrepreneuses autour de ces sujets-là ou plus largement, en fait, des réseaux de femmes qu'on peut rejoindre quand on est effectivement dans ce cas? Absolument. Alors, à Paris, il y a Women in AI, qui est en fait la branche française d'une association qui est globale, internationale, qui a d'ailleurs été fondée par une Française, cofondée par une Française, qui s'appelle Women in AI. Et ça, c'est déjà un premier niveau avec du mentoring. Sur la question des femmes dans l'investissement, il y a des réunions occasionnelles. Et je me rends compte que je ne suis pas assez active sur les réseaux sociaux, donc mea culpa. Mais si vous voulez vous mettre en lien, je vous enverrai. Bonjour. En fait, du coup, je vais suivre les deux questions qui sont là. Donc, votre réponse, c'est qu'en gros, il n'y a pas d'association type, je ne sais pas moi, Empower, par exemple, qui est pour l'entrepreneuriat féminin, spécifiquement pour l'entrepreneuriat dans l'IA pour les femmes. Ça n'existe pas encore, ça. Alors, Women in AI couvre la partie entrepreneuriat aussi, mais couvre aussi le soutien aux chercheurs dans le monde privé et dans le monde public. Donc, c'est vraiment l'idée d'approcher la question technologique sur tout le spectre des différents rôles qu'on peut avoir en tant que femme dans l'IA. Et vous avez, donc ce que vous avez donné comme chiffre, c'est des femmes dans les startups françaises, mais est-ce que c'est des femmes en position de management ou en position de gérance, des CEO, Alors, des les CTO? 10%, c'est fondatrices. C'est les fondatrices, et d'accord. fondateurs mixtes, c'est 12%. Donc ça ne s'améliore pas forcément. C'est-à-dire que même quand on va chercher un cofondateur homme et une cofondatrice femme, on n'a que 12% d'équipes mixtes de cofondateurs. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Muriel? Ouais, c'est ça. Ouais. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Super. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je travaille pour une agence qui accompagne les entreprises à se transformer avec l'IA. Et je suis à la tête de la formation. Donc on a une équipe de formateurs. Et c'est très compliqué d'avoir des formatrices en intelligence artificielle. Il y en a, mais on est sur un bon 80% d'hommes. Et c'est compliqué pour moi aujourd'hui de travailler avec des femmes. Donc, de notre côté, on a décidé de monter une initiative qui ressemble énormément à Women in AI pour justement s'encourager dans le business et justement mettre en avant les femmes qui forment à l'intelligence artificielle. Et je voulais avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez que ce type d'initiative a de l'avenir et dans quel cadre? Qu'est-ce qu'on pourrait pousser le plus pour pouvoir attirer de plus en plus? Vous voyez ce que je veux dire? Attirer le plus en plus de quoi? De talents femmes. Parce que là, typiquement, les questions, elles tournent autour de ça. C'est vers qui se tourner? Et ça montre qu'il y a aujourd'hui
une place pour ce type d'initiative. Alors, une stat que j'ai omise, mais qui est nécessaire à ce point, c'est que en France, une femme sur 2 à 35 ans sort de la tech. Donc, pour moi, il y a un vrai travail de fond sur ce diagnostic à faire de quelles sont les raisons pour lesquelles des femmes de 35 ans, à 35 ans, on commence à être un tout petit peu dans sa zone de confort. Pourquoi sortir de la tech ? Le rapport, il y a plusieurs éléments, mais il y a certains éléments qui ont émergé déjà dans le rapport de l'Académie des sciences. Le premier, c'est le manque de perspective. Donc, à 35 ans, quand vous êtes dans la tech, en fait, vous plafonnez. L'autre, c'est les écarts salariaux, mais ça, c'est vrai dans toutes les autres branches de l'activité humaine. Et le troisième, c'est l'incompatibilité du mode start-up avec la maternité. Et sur ça, en fait, encore le mode start-up parisien par rapport à San Francisco est beaucoup plus slow living. Mais parce qu'en fait, une pause de 4 mois ou de 5 mois, pour une start-up, c'est 5 mois, c'est 4 ans, 5 ans d'une grande boîte. Donc, il y a une vraie question de temporalité, je pense, et de comment, en fait, on peut faire en sorte que cette temporalité ne soit pas au détriment des carrières féminines dans les start-up. Après, il y a aussi plein d'études qui montrent que quand une femme rentre de congé maternité, elle a un surplus de 30 à 40% d'efficacité dans ses tâches. Parce que il faut multitasker. Est-ce qu'il y a une autre question pour Muriel? Super, merci beaucoup. Aucun regret, je crois, j'ai l'impression. Non. C'est bon, je pense que on est bien. Merci beaucoup à Muriel. Merci à tous pour votre participation.